Alors moi, du coup, j'ai décidé de vous parler de Eugène Ionesco pour cette chronique. Et en fait, j'ai décidé de faire ça parce que je vais essayer de faire une sorte de présentation de l'histoire de la Roumanie au XXe siècle, avec en même temps une présentation d'Ionesco. Pourquoi Ionesco? Parce que en ce moment, enfin, du coup, je pense que beaucoup de gens ici suivent Blast, et donc il y a une émission de Blast qui s'appelle Rhinocéros. Et en ce moment, donc, du coup, tout le monde parle de Rhinocéros et tout le monde a l'impression un peu qu'Ionesco c'est une figure importante de la gauche, etc. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Du coup, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Et aussi, du coup, avec ce contexte d'élection en Roumanie, donc qui avait lieu le week-end dernier, je me suis dit que c'était aussi intéressant de un peu comprendre ce que c'était l'histoire de la Roumanie le dernier siècle. Et je trouve que ça se marie bien du coup avec Ionesco, qui a quasiment vécu tout au long du XXe siècle. Donc en gros, il est né en Roumanie à Slatina. Il a aussi une histoire franco-roumaine aussi, c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour notre circo. Et ouais, donc il est né en Roumanie, à Slatina, donc c'est une petite ville à l'ouest de Bucarest en 1909. Et il a ensuite immigré en France parce que son père, il était ingénieur français des chemins de fer roumains et pour des raisons économiques, il décidera de s'installer là-bas, donc lui et sa famille. Faut voir que la Roumanie à l'époque était vraiment, vraiment beaucoup moins développée que la France. Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais l'écart était vraiment beaucoup plus important à l'époque. La France était industrialisée, la Roumanie l'était quasiment pas. Ouais, la Roumanie était vraiment dans une situation assez précaire. Et puis, enfin bref, c'était un pays qui avait connu aussi des guerres avant la Première Guerre mondiale. Et donc, du coup, enfin, ouais, donc il y avait de bonnes raisons de partir de Roumanie pour des raisons économiques. Euh, Après donc s'être installée en France, la Roumanie, enfin du coup il y aura la Première Guerre mondiale qui va commencer en 1914, et la Roumanie elle entrera pas en guerre en 1914 mais en 1916, et elle va déclarer la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, et donc 2 ans après le début de la guerre. Et donc le père de Ionesco il sera mobilisé, la Roumanie va perdre assez vite contre l'Autriche et l'Allemagne et la Bulgarie. Euh, et donc son père, comme il est mobilisé, il va devoir donc retourner en Roumanie. Il va ensuite disparaître et il va se marier avec une autre femme que sa mère. Et Ionesco, il sera toujours un peu en conflit avec son père, qui lui, son père, c'était quelqu'un qui valorisait extrêmement la culture scientifique et il méprisait beaucoup la littérature. Que Ionesco était lui très sensible à la littérature. Et bref, c'est assez rigolo parce que du coup, Ionesco, il considérera toujours son père comme une sorte d'arriviste opportuniste qui fera allégeance à tous les régimes possibles que la Roumanie aura connus pendant le XXe siècle. Et donc voilà. Donc pour en revenir à Ionesco, il sera donc élevé par sa mère et il ira ensuite en foyer donc dans une famille de paysans en Mayenne. Je ne sais pas s'il y a des Mayennais ce soir, mais bon, s'il y a des Mayennais, bonsoir. Et ensuite, il rejoindra donc son père avec sa sœur malgré lui, donc en Roumanie, à Bucarest. Il perfectionnera son roumain parce qu'il savait pas très bien parler roumain, donc parce qu'il avait émigré en France très très jeune. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la Roumanie, c'est un pays qui est en pleine crise politique. Donc, le roi, il va créer un mouvement qui s'appelle le carlisme, qui est une sorte de monarchie absolue, mais version XXe siècle. Et sauf qu'en même temps, en Roumanie, il y avait énormément de communistes et de fascistes, donc entre les deux guerres. Et, euh, et donc, en fait, le carlisme se présentait comme un mouvement un peu modéré, mais tout en étant une monarchie absolue, ce qui peut paraître un peu étrange. Et donc oui, donc le père de Ionesco, ce sera très bien intégré dedans, comme ensuite avec le fascisme et comme ensuite avec le communisme. Et donc c'est aussi là-dessus que Ionesco aura enfin du coup, qui dénoncera son opportunisme. Et donc Ionesco, donc pendant les deux guerres, il verra que justement le fascisme, il prendra de plus en plus de place dans la vie politique en Roumanie. Et donc lui, ce qu'il fera à ce moment-là, c'est qu'il va commencer des études de français en 1928. Donc après avoir du coup quitté son père, avec qui il s'entendait pas du tout, pour ensuite rejoindre sa mère. Et il commencera donc là à écrire des poèmes, des critiques littéraires, des romans. Et donc il finira ses études en 1934
donc 1 an après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et il se mariera en 1936. Ensuite, il recevra une thèse pour aller, il recevra une bourse, pardon, pour aller faire une thèse à Paris, donc en 1938. Et en 1938, il va se passer quelque chose d'assez étrange en Roumanie, c'est que du coup, il va y avoir une presque guerre civile entre les fascistes et les carlistes. C'est assez compliqué à expliquer, mais aussi la Roumanie à ce moment-là était dans une situation interethnique assez compliquée. Il y avait énormément d'antisémitisme aussi là-bas. Il y avait donc une très grosse minorité hongroise, il y avait une très grosse minorité allemande. Et sur fond de tout ça, du coup, le fascisme roumain se développera très très bien. Et ensuite, du coup, de 1938 à 1940, il y aura une guerre donc entre les carlistes et une presque guerre entre les carlistes et les fascistes. Et cette presque guerre, en gros, elle sera arrêtée à peu près au moment où il y aura le pacte germano-soviétique et où du coup, la Roumanie, elle passera presque comme un protectorat allemand. Ensuite, la Roumanie, donc du coup, elle va déclarer la guerre à la Yougoslavie et ensuite à l'URSS. Du coup, Ionesco, il était un petit peu de constitution fragile, entre guillemets, si ça veut dire quelque chose, fragile pour les critères de l'armée. Et donc, il évitera la mobilisation, et ce qui fera qu'il deviendra attaché de presse en France à Vichy, où il aura d'ailleurs sa fille. Ensuite, il continuera de vivre en France. Donc, la Roumanie va basculer du coup dans le communisme après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle va complètement passer sous la sphère d'influence soviétique. Et il commencera à devenir connu au début des années 50 avec un de ses plus grands succès qui s'appelle la cantatrice chauve. Et il écrira ensuite plein d'œuvres à succès. Il deviendra une sorte d'emblème du théâtre de l'absurde et une de ses figures les plus connues. En 1959, il écrira donc Rhinocéros, donc qui est pour simplifier, qui est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Béranger, qui verra les gens autour de lui qui se transforment progressivement en rhinocéros, et donc c'est un peu interprété comme dans tous les mouvements totalitaires où les gens au début ils rejettent d'abord le phénomène, ensuite ils s'indiffèrent, ensuite ils s'accoutument, et ensuite ils adhèrent dans la majorité, dans presque la totalité au mouvement. Et donc typiquement c'est ce qui va se passer dans la scène. Tout le monde à part Béranger va se transformer en rhinocéros. Et donc voilà, donc cette scène, elle sera vue un peu comme une grande critique du fascisme, du nazisme, du stalinisme, de toutes les formes de totalitarisme. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'à l'époque, il aura une grande rivalité avec Samuel Beckett, qui est du coup un auteur anglais. Ils auront un peu une lutte en gros, pour savoir qui serait donc le roi de l'absurde, un peu un Biggie Tupac, mais version roi de l'absurde. Enfin bon, bref, sans violence, mais mais quand même avec un petit peu de fierté. Et ensuite, il se passera des choses donc, pendant les années 70, et il sera assez ambigu en critiquant tout type de totalitarisme, mais donc le fascisme et le communisme roumain en particulier. Mais par exemple, il prendra position contre l'avortement, ce qui lui vaudra beaucoup, lui donnera, ce qui fera que beaucoup de gens de gauche le critiqueront plus tard. Et ensuite, il fera un espèce de pamphlet pour protéger le GUD, donc le groupe Union Défense, de certaines poursuites judiciaires pour des actes de violence dans les années 70, ce qu'on peut déjà considérer comme quelque chose d'un peu chelou. Il y aura aussi une espèce de... Il y avait beaucoup de stéréotypes dans la société française sur les Roumains de l'époque, comme quoi ils étaient pour la plupart d'extrême droite et antisémites. Il y avait une petite part de vrai, mais Ionesco, il en a aussi beaucoup souffert, même si lui, il n'était pas, lui, il n'était pas ouvertement antisémite, ou il se revendiquait pas ouvertement d'extrême droite non plus, mais ce genre de choses sur le GUD, etc. Il aura une position très forte sur la liberté d'expression, etc. Dans les années 70 aussi, sa carrière, elle va commencer un peu à être du coup moins importante. Et il finira un peu déprimé. Il finira sa vie en faisant de la peinture. Et par contre, il sera quand même heureux parce qu'il aura vu la chute du régime communiste roumain qui aura fait quand même énormément de morts. Et donc voilà. Donc
enfin, je voulais faire ce portrait parce que je pensais que du coup c'était un peu important de savoir un peu de qui on parle. Enfin, typiquement quand on parle de rhinocéros de Blast, je me dis c'est sympa d'un peu d'avoir un contexte derrière. Et du coup, voilà, je vais ensuite passer la main à Hicham qui lui va vous décrire les élections et voilà, vous allez du coup découvrir beaucoup de choses sur la Roumanie ce soir.